Merci Emmanuel Macron, merci du fond du cœur. Merci de nous avoir aidés certainement malgré vous à faire des avancées fulgurantes ces dernières années dans le sens de notre souveraineté et de la dignité de l'Africain. Merci président Emmanuel Macron de nous avoir libérés d'un complexe séculaire, celui de la peur de la France et de l'Occident en général, qui a tétanisé plusieurs générations d'Africains face aux injustices et à l'exploitation. Devant, c'est maïs. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. C'est vrai, nous avons été ingrats. Ingrats de n'avoir pas dit merci pour tous ces siècles d'esclavage au cours desquels nous avons été réduits en bêtes de somme. Merci pour cette mission civilisatrice qui nous a débarrassés de nos traditions, de nos croyances, de notre identité, de nos religions. Merci pour le partage à Berlin en 1885 de notre continent qui nous a si généreusement débarrassés de nos encombrantes richesses pour les rendre plus utiles à qui de droit, l'Occident. Merci pour cette colonisation qui a poursuivi le travail en faisant de nos territoires vos propriétés exploitées avec nos propres bras. Merci pour nos centaines de milliers de tirailleurs morts enrôlés de force pour défendre la métropole éternelle face aux Allemands en 1914 puis en 1940. Ces guerres nous ont permis de nous débarrasser des centaines de milliers d'hommes inutiles, encombrants, dont nous n'avions absolument pas besoin. Merci pour votre extraordinaire gratitude vis-à-vis de ceux qui vous ont aidé à vous libérer du joug nazi et que vous avez froidement assassinés parce qu'ils avaient à Tiaroy, où on les avait parqués, tout simplement eu l'outrecuidance de réclamer leur solde. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. À la vérité, lorsque j'ai écouté ceci il y a quelques jours, je me suis dit dans les premières minutes qu'il s'agissait probablement d'un montage, d'un fake fabriqué par des influenceurs ou des geeks. Puis après rapide vérification, je me suis dit qu'il valait finalement mieux prendre le temps de la sérénité pour y apporter une réponse sans passion. Tant le morceau est gros, tant cette sortie, la énième, est inacceptable et qu'il devient urgent d'alerter l'opinion publique française de la dérive afin qu'elle mesure par elle-même l'ampleur du fossé qui se creuse avec l'Afrique depuis votre élection. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Waouh! Est-ce que ce n'est pas un peu l'hôpital qui se moque de la charité, là? Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Une chose est certaine, cette sortie du président Macron n'aura laissé personne indifférent au sud du Sahara. Et ce n'est pas pour l'encenser, non. La critique est acerbe face à ce que, de façon presque consensuelle, les Africains considèrent comme du mépris, de l'arrogance et de l'ignorance. Pour ma part, je ne dirais pas ignorance parce que je pense qu'un président de la République, notamment d'une puissance comme la France, dispose de nombreux canaux et outils pour connaître la réalité historique. Et ainsi parler d'ingratitude est un sommet. Qui est l'ingrat? Celui qui pendant plus de 400 ans a traité les autres avec violence, mépris, leur niant même jusqu'à leur humanité? Ou celui qui pendant tout ce temps a subi cette agression sans pouvoir se défendre? Figurez-vous que nous étions persuadés que ce sont les autres qui nous demanderaient pardon. Avec un sentiment de honte pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier au peuple indigène et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Des excuses du Vatican un peu tardives, plusieurs siècles après, et du bout des lèvres,
que certains plus jeunes intellectuels contemporains n'ont même pas encore envisagé. Ils réclament des remerciements. Qui est l'ingrat dont le mal n'est pas transmissible à l'homme? Celui qui pendant 400 ans a pillé, s'est enrichi sur le dos de l'autre, ou bien celui qui s'est laissé faire? C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec la comité d'historiens que nous avons installé. Je crains que cela soit un peu léger pour estimer que cela compense la dette abyssale de la France et de l'Europe en général vis-à-vis du continent noir. Continent pour lequel l'Occident manifeste une ingratitude sans limite. Est-ce suffisant de passer l'éponge et oublier tout ce pillage et ces violences parce que quelques objets d'art dérobés pendant des siècles ont été remis à quelques nations arrangeantes? Ces objets, les moins symboliques, libérés par les musées, et quelques déclarations de bonnes intentions seraient-elles suffisantes pour effacer ce lourd passé d'esclavage? Je ne veux pas ici revenir sur la longue et insupportable traite négrière, qui est reconnue par tous comme la plus grande violence de toute notre ère. Je pense que même les révisionnistes et autres négationnistes de tout poil ont finalement reconnu cette réalité, cette violence faite par les Européens aux Noirs d'Afrique. Et pour rappeler le summum de l'ingratitude, le mépris de celle qui s'érige aujourd'hui en donneuse de leçons, figurez-vous qu'après l'abolition de l'esclavage en 1848, la France a choisi d'indemniser les propriétaires d'esclaves pour les dédommager de la perte économique entraînée par l'émancipation générale. Une loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves a été votée les 19 janvier, 23 et 30 avril 1849 à l'Assemblée nationale. Cette loi va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves, soit 1,3% du revenu national d'alors, l'équivalent de 27 milliards d'euros d'aujourd'hui. Rien pour les esclaves libérés, rien. Aujourd'hui, de grandes fortunes et entreprises françaises se sont nourries de l'esclavage et continuent de prospérer. Un sujet tabou en France, mais de plus en plus évoqué au Royaume-Uni où la Royal Bank of Scotland, la Lloyds Bank, la Bank of England et le brasseur Greene King ont reconnu que certains de leurs fondateurs avaient bénéficié de la traite des Noirs. Une base de données britannique de University College of London, nommée British Slave Ownership, a publié des informations exhaustives sur les expéditions négrières pour que les entreprises reconnaissent leur lien avec la traite transatlantique. Et en France, silence radio. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder les questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie, avec la commission Stora, en passant par discours qui a été donné en mon nom par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. Si les quelques objets cultuels rendus à l'Afrique ces dernières années viennent solder ce compte, alors reconnaissez qu'on est loin de l'équilibre, très loin. C'est presque ridicule. Et les entreprises qui ont bénéficié de cet esclavage enrichissent encore leur pays avec les fonds issus de cette traite négrière. Question de rappeler à ceux qui balaient d'un revers de la main ces revendications en les renvoyant au passé. Elles sont d'une criante actualité. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Parce que l'histoire de l'esclavage, nous devons la connaître, l'enseigner et en tirer toutes les leçons pour que l'exploitation des êtres humains puisse être combattue avec la plus grande énergie. Il serait temps de l'apprendre dans les écoles de France et de Navarre pour mettre un terme au déni. Et si vous n'en avez pas envie, laissez-nous apprendre à nos enfants, à notre jeunesse, l'histoire de cette tragédie, afin qu'elles ne puissent plus laisser cela leur arriver, afin qu'elles sachent la vérité, la vraie, pas celle des vainqueurs. Je ne veux pas revenir non plus longuement sur le partage et le pillage de l'Afrique par les colonisateurs qui ont saigné le continent et ses enfants pendant plusieurs siècles. Chacun a mesuré les conséquences.
même si certains aujourd'hui, ministres dans le gouvernement de François Bayrou en France, estiment qu'elle a été, par certains côtés, positive. Parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Et donc, vous avez bien entendu. Et figurez-vous qu'il est ministre de l'Intérieur dans l'actuel gouvernement de France. C'est dire le chemin qui reste à parcourir pour soigner cette maladie des animaux non transmissibles à l'homme qu'est l'ingratitude. Les conséquences de la colonisation ne se gomment pas à coups d'opérations de com, non. Elles se traitent dans le respect et l'écoute de l'autre. Je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. L'argument est à chaque fois le même, mais il me paraît très insuffisant, particulièrement infantilisant, puisque ces jeunes Africains, nés après la colonisation, leur histoire, leur vie, leur éducation, leur vécu, leur économie, plongent leurs racines dans les blessures du passé, dans le mal que l'on a fait et continue de faire à leur continent, et à eux-mêmes, et à leurs parents. Qu'elles soient nées hier, ou aujourd'hui, ou pendant la colonisation, la jeunesse est le fruit de cette histoire. Et je pense que si l'on parle encore à juste titre de l'Holocauste, avec autant d'émotion, autant de gravité, la majorité des Juifs, encore actifs, sont nés après les camps de concentration allemands. Pourtant, leur vie reste fortement impactée par cette tragédie qui a eu lieu il y a 85 ans déjà. La colonisation ne s'est officiellement terminée qu'il y a une cinquantaine d'années et se poursuit sous d'autres formes. Il est donc logique de lui accorder la place qu'il faut, de lutter contre celle plus rampante qui continue sournoisement de piller l'Afrique. Ce n'est donc pas un lubie de pseudo-intellectuels en mal d'arguments, non. La colonisation, comme la traite négrière, reste présente dans la vie de tout Africain. Et le néocolonialisme n'est pas une vue de l'esprit comme semble le penser la vraie classe intellectuelle française. Les pillages dans les mines de RDC, de Guinée, les contrats léonins d'Areva, l'ancêtre d'Orano, et bien d'autres qui ont cours sur le continent ont un impact direct sur la vie des citoyens. Les soutiens actifs à certains chefs d'État sur le continent contre leur peuple pour protéger les intérêts de l'ancienne métropole sont des réalités. Des réalités auxquelles vous-même, Monsieur le Président, vous avez pris l'engagement de vous battre pour y mettre un terme. Il n'est pas raisonnable de demander à la jeunesse de faire une croix sur son passé, sur son histoire. Cette option a porté un préjudice inestimable à l'Afrique. De grâce, ne nous le demandez pas encore une fois. Les jeunes ont envie d'être connectés à leur histoire, à l'histoire de leur peuple pour mieux se construire dans ce monde particulièrement violent et face à des civilisations dont la guerre est la principale forme d'expression. C'est de l'expérience du passé que l'on construit l'avenir. Faut-il passer l'éponge parce que pendant un mandat et demi, vous avez remis quelques reliques aux Africains à grands coups médiatiques? Non. Il va falloir vivre avec la réalité et l'affronter. Vous êtes peut-être né après la colonisation, mais vous bénéficiez des avantages de cette période. Emmanuel Macron, il a pensé qu'on allait prendre une ardoise magique comme les enfants. Vous savez, on allait tirer et puis il n'y avait plus rien. Mais l'ardoise magique, ça ne fonctionne pas. Il a dit replions. Il a été au Burkina Faso en disant aux jeunes replions les rétroviseurs, regardons devant, ne nous occupons pas du passé. Sauf que vous avez les Camerounais. Alors après, le Rwanda, il y a eu le rapport Rwanda, il y a un rapport sur l'Algérie, il y a un rapport. Et les gens ont envie de parler de cette période-là pour pouvoir passer à autre chose. Dites-vous que de nombreuses victimes directes de la colonisation sont encore vivantes et sont dans nos familles. Ceux qui ont été violentés, torturés par les colons. Ils ont eux aussi le droit de faire entendre leur son de cloche sans qu'on leur reproche de ressasser les démons du passé qu'il faut oublier. Donc vous avez subi la balançoire comme torture. Comme torture, la bénédiction d'eau, quand on dit bénédiction d'eau, ça veut dire on vous amène dans un tonneau mis les piments, machin et le sel, machin, ainsi de suite. On vous plonge la tête. Quand vous vous soulevez, vous entendez comment partout vous fait mal. Ou vous avalez, ou vous, ainsi de suite. J'ai fait tout ça à la chaîne, ça consomme. Tout ce que nous voulons en réalité, c'est que la France puisse reconnaître la responsabilité qui est la sienne par rapport au massacre des populations. Est-ce des pleurnichards s'ils évoquent des injustices et violences que certains continuent d'ailleurs en France de revendiquer? On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Rassurez-vous,
les jeunes ne sont pas enfermés dans le passé. Ils se projettent aussi, surtout, vers l'avenir. Mais on ne peut pas leur dire n'importe quoi. Non, c'est fini. Le monde, ils le connaissent. Ils savent qu'ils sont au centre de toutes les convoitises. Ils veulent solder les comptes du passé. Rien ne se fera dans le monde sans l'Afrique. La fameuse transition énergétique dont tout le monde parle se fera avec l'Afrique ou ne se fera pas. Et celui qui veut rester sur le continent devra changer de logiciel parce que la peur ou le doute n'habite pas cette jeunesse. Cela n'aura échappé à personne que les dirigeants qui expriment aujourd'hui avec force et action leur colère, leur rejet, leur refus de continuer cette relation avec la France sont plus jeunes ou de la même génération que le président Emmanuel Macron. Qu'il s'agisse du maréchal Mahamat Déby, du Tchad, du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, d'Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, de Diomaye Faye, le président du Sénégal, ou du général Assimi Goïta du Mali. On est donc en face d'un changement de génération radical. Je crois qu'il se trompe d'époque. Les seuls dirigeants dans cette galaxie francophone qui semblent avoir gardé une sorte de dialogue avec Paris, qui semblent préserver leurs accords, sont les plus âgés, comme les présidents Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, Paul Biya du Cameroun ou Patrice Talon du Bénin. Le reste réclame un autre type de relation basée sur le respect et l'égalité, le partenariat. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. C'est vrai. Mais je ne peux m'empêcher de réagir à cette réflexion. La France a perdu des soldats sur le terrain africain du Sahel. Une 50aine de familles endeuillées par les disparitions de leurs en mission. C'est beaucoup et on ne peut pas ne pas partager la douleur des familles. C'est triste et on s'incline devant leur douleur. Puisse leur sacrifice ne pas être vain. Mais il ne faut pas jouer à nous le rappeler régulièrement. Parce que la tristesse ne fait pas oublier la réalité des faits. Il s'agissait de soldats en mission. Une mission décidée par leur pays. Mission qu'ils ont acceptée dans le cadre de leur travail de militaire. En revanche, ils étaient 300 000 en 1914, enrôlés de force, sans formation militaire, à aller combattre contre un ennemi qu'ils ne connaissaient même pas et contre lequel ils n'avaient aucun grief. Cette dette de sang, elle s'est d'abord nouée dans la Grande Guerre. Entre 1914 et 1918, plus de 130 000 combattants de l'Afrique de l'Ouest et équatoriale française ont été engagés. La plupart n'étaient pas citoyens français. Ils avaient été, si je puis dire, convoqués, pour ne pas dire cherchés, là où ils vivaient, pour être emmenés sur les lieux de combat, loin, loin, très loin de leur village. Ces hommes se sont battus avec la même bravoure que les poilus français, essuyant les mêmes pertes, vivant le même enfer, auquel s'ajoutait la morsure du froid et la douleur du dépaysement. Vous aurez remarqué la gêne du président Hollande qui ne parvient pas à dire qu'ils ont été enrôlés de force. Il dit qu'on est allé les chercher, qu'on les a convoqués. Bref, à la fin de cette guerre qui nous avait été imposée, on a compté entre 60 et 100 000 morts africains sur le champ de bataille. Il est évident qu'il y en a eu beaucoup plus. Les rares survivants, le plus souvent blessés, ont été rendus à leurs familles sans remerciement, sans gratification, sans un quelconque merci. Quelques années plus tard, malgré cette ingratitude, ils étaient encore près d'1 million à aller de l'Afrique équatoriale française à l'Afrique occidentale française et du Maghreb, réunis sous une appellation méprisante qui illustrait déjà le peu de considération que l'on avait pour eux, tirailleurs sénégalais. Encore une fois, ils étaient pour l'écrasante majorité enrôlés une fois de plus par la force pour aller se battre dans l'enfer du Nord, en Allemagne, en Provence et dans de nombreux autres terrains de conflit, contre le même ennemi allemand qui leur était étranger, avec lequel ils n'avaient aucun contact ou aucun grief. Ils apprenaient en arrivant qu'ils venaient pour sauver la mère patrie des méchants nazis. C'est par centaines de milliers qu'ils y ont été massacrés. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, la France mobilise les troupes coloniales. En juin 1940, ce sont ainsi près de 65 000 tirailleurs sénégalais qui sont engagés dans les combats en métropole. Le 17 juin, le maréchal Pétain, tout juste nommé président du Conseil, s'adresse aux Français et annonce qu'il faut cesser le combat. Pourtant, à quelques kilomètres au nord de Lyon, les hommes du 25e régiment de tirailleurs sénégalais
continuaient à se battre sous les ordres de leur chef pour retarder l'ennemi et couvrir les arrières de l'armée des Alpes. Le 20 juin, à Chasselet, cernés de toutes parts, les tirailleurs s'engagent dans un dernier combat. Mais bientôt, à court de munitions, ils sont finalement capturés. Dans cette guerre où ils n'avaient rien à faire, ils ont payé le prix du sang. Les soldats africains furent de nouveau appelés lors du deuxième conflit mondial du siècle dernier. Il y avait en juin 1940, en France, sur le sol français, près de 75 000 Africains qui étaient au front. La moitié furent faits prisonniers. Ils furent enfermés dans des camps en France. Je dis bien en France, car l'occupant nazi, dans sa folie raciste, se refusait à les détenir sur son sol. Et c'est au moment où la France sombrait que d'autres Africains, restés sur le continent, se levaient pour rejoindre le général de Gaulle. La France libre, mesdames et messieurs, fut aussi africaine. Il faudrait peut-être plus souvent le rappeler et l'enseigner pour éviter le type de discours que l'on nous sert. Loin des 52 que l'on déplore au Sahel, ils étaient plus de 300 000 à avoir payé cette liberté de leur vie. Et la mère patrie ne leur a même pas offert l'occasion d'entrer dans Paris au moment de la victoire. On en avait honte. C'est, je le pense, cela l'ingratitude, maladie non transmissible à l'homme. Pire, ceux qui avaient survécu à cette boucherie dans ce palabre des Blancs ont été discrètement renvoyés chez eux. On les a parqués dans un camp dans la banlieue de Dakar et lorsqu'ils ont eu le culot de réclamer leur maigre pécule, on les a froidement massacrés à Tcharoy. Les événements qui ont eu lieu ici, en décembre 1944, sont tout simplement épouvantables, insupportables. Naturellement, on n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. L'historienne Armelle Mabon qui dit c'est pas 30 mais 300 tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France, qui ont été massacrés à Tiaroy. Donc c'est pas rien. Et ça suffit pas. Non, ça suffit pas parce que encore une fois, c'est le mémorial, tout passe sauf le passé. Ils sont manifestés sans être armés. Ils n'avaient pas d'armes. On les a tués lâchement. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas été punis. C'est ça le mal. Ceux qui l'ont fait ça n'ont pas été punis. Aucune mémoire de ça et c'est terrible. C'est terrible qu'il n'y ait pas de mémoire des événements passés, qu'il n'y ait pas de cette transmission-là. Et d'une certaine manière, les massacrés de Tiaroy, s'ils sont pas connus aujourd'hui, c'est comme si ils n'avaient pas existé. C'est quand même assez grave que l'armée française ait commis ce genre de choses parce que ça prouve en fait que cet idéal de on libère les gens, on fait les choses parce que on veut rendre le monde meilleur et parce que on a une idéologie positive et noble derrière nous, ça prouve qu'en fait c'est pas le cas puisque à la moindre contestation, on tue les gens. Quelle gratitude, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Pendant des dizaines d'années, les survivants qui ont participé au prix du sang à éviter à la France d'être allemande, la métropole s'est soigneusement employée à ne pas leur payer leur maigre pension. Je remarque que cela n'a fait l'objet d'aucune littérature digne de ce nom. Vous êtes employé systématiquement, avec la complicité de nombreux médias, à taire cette page sombre de l'histoire de la France, dont le président parle aujourd'hui d'ingratitude, maladie non transmissible à l'homme. Oui, la France libre fut africaine parce que c'est avec des Africains que le général Leclerc lança l'épopée de la deuxième DB. Oui, la France libre, ou plutôt la France libérée fut africaine grâce aux ressources, aux matières premières de l'Afrique qui ont alimenté l'effort de guerre et permis la victoire. Peut-être devrait-on l'enseigner aux élèves et adultes de France et Navarre. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter,
Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. La diplomatie n'est manifestement plus ce qu'elle était. Question de génération probablement. C'est peut-être mieux ainsi. Les choses sont clairement exprimées et offrent l'opportunité de répondre sur le même temps. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devra nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Ces propos du président Emmanuel Macron ont été très mal vécus et particulièrement critiqués tant dans les chancelleries africaines que dans les médias. Encore une maladresse. Au-delà du rôle joué par les tirailleurs africains dans la libération de la France dans les 2 guerres mondiales, qui de fait doivent lui rappeler qu'il est mal placé pour tenir ce type de propos, ils sont nombreux à faire remarquer que c'est un peu le pyromane pompier qui oublie le rôle central qu'il a joué dans le déclenchement de l'incendie. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Avec la défaite de la Jamaïria, ce n'est plus des armes qui viennent, c'est des hommes. C'est des milliers d'hommes qui sont venus, mais c'est des armées organisées. Ces gens sont venus en grande masse et ont déferlé dans la bande sahélo-sahélienne. L'État libyen, vous le savez, c'est un des pays les plus armés du continent. Toutes ces armes aujourd'hui ne se trouvent pas dans les magasins, mais toutes ces armes se trouvent au sud du Sahara, dans le Sahel, dans nos propres pays. La décision d'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État africains qui y ont participé, qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je parle au nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontalier avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences. Quand des dirigeants européens veulent expliquer comment créer la stabilité dans la région, je pense qu'ils sont souvent mal placés. Mal placés parce qu'évidemment, aucun dirigeant européen ne devrait parler de la région sans d'abord se rappeler, regretter et condamner l'invasion de la Libye et la guerre qui a été portée en Libye, qui a détruit un pays et déstabilisé la région. C'est clair pour tous, et ce n'est pas une vue de l'esprit. Le responsable du chaos dans le Sahel est la France. C'est pourquoi peu de jeunes et de cadres subsahariens acceptent ce discours qui consiste à dire que la France a volé au secours de toutes ces nations et qu'elle a sauvé ces pays. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. En effet, la France, et avec elle ses partenaires européens, n'ont fait que tenter d'éteindre le feu qu'elle y a allumé, et elles n'y sont pas arrivées. Ce n'est un secret pour personne. Pendant une dizaine d'années, malgré les moyens qu'elle y a mis avec ses partenaires de l'Union européenne, elle n'a pas réussi à stopper l'avancée des terroristes de tout poil qui se sont multipliés dans cette région à la faveur de la chute de la Libye avec son immense réserve d'armes. Elle doit donc être plus discrète lorsqu'elle parle de son rôle dans cette région. Elle doit se souvenir qu'elle est fortement responsable du chaos ambiant. Au passage, ils sont quelques-uns, et pas des moindres, à rappeler au président français qu'ils ne leur doivent pas leur souveraineté. Le Sénégal, le Tchad, le Niger et quelques autres. Il est également rappelé le rôle trouble de l'Union européenne dans la région, notamment avec le soutien apporté par l'Ukraine à des groupuscules terroristes dans le Sahel. Un message trouble qui vient clairement conforter les Africains dans le fait que l'Europe ne joue pas franc jeu et qu'elle pousse le bouchon tellement loin qu'elle soutient les terroristes qu'elle disait combattre jusque dans le Sahel. Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et à les imposer également, je dirais, un petit peu au monde. Et y compris même, je veux dire, il faut les infester avec des fake news, etc. Vous êtes pour une contre-guerre hybride. Moi, je suis pour les mêmes méthodes. On l'a déjà fait, hein. C'est déjà arrivé. Pour me raconter des choses en Afrique. Juste, où ça a été fait. Oui. Mon pays s'inquiète
du soutien accordé par des entités étatiques au terrorisme. Ces parrainages que nous n'avons eu de cesse de dénoncer et que d'autres considéraient comme une simple vue de l'esprit ont été récemment portés à la face du monde par une attitude paradoxale de l'Ukraine. En affirmant sans équivoque son implication dans les attaques terroristes qui ont causé la mort d'éléments de forces de défense et de sécurité maliennes à Tizawaten et en avouant son soutien au terrorisme international, particulièrement au Sahel, ce pays a donné un aperçu des activités subversives qu'il mène au Sahel, à l'instar d'autres États actifs dans les coulisses de la trahison. L'épisode du soutien de l'Ukraine aux terroristes dans le Sahel, Ukraine chouchou de l'Occident à qui on signe des chèques astronomiques, à qui on donne toutes les armes pour se battre, alors que l'on abandonne le Sahel aux terroristes, a définitivement convaincu de nombreux Africains du manque de sincérité de l'Europe, du fait que la lutte contre le terrorisme n'est pas vraiment sa priorité. Si elle peut ainsi apporter son soutien par Ukraine interposée à des groupes terroristes, cela signifie que son souci n'est pas vraiment d'éradiquer le terrorisme. Le monde ne vous suit pas. Le Sud global, comme on dit aujourd'hui, ne vous suit pas. Il n'adhère pas à votre vision. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont le sentiment d'un 2 poids, 2 mesures. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. La phrase qui a fait le buzz et suscité les commentaires les plus enflammés. Un président de la République ne doit pas dire des choses pareilles, même si c'est vrai. Pour un Africain, je veux dire, à partir de ce moment-là, où même si son chef d'État, il est vraiment, même s'il sait qu'il est corrompu, etc. Mais le mépris que va avoir Emmanuel Macron, qui fait vraiment sentir qu'il a une détestation de toute cette ancienne précaré, le droit d'aînesse et autres en Afrique, on ne parle pas comme ça. C'est le comble du mépris pour ses homologues africains. Mais si en plus ce n'est pas vrai, c'est encore plus grave. Et les choses prennent une tournure ridicule, ubuesque lorsque ses homologues, sur le même ton, lui assènent leur vérité. La décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Sur le même ton, Dakar va répéter la même chose. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être encore allemande. Il n'a jamais été question de négocier pour que cette armée parte sans vraiment partir. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain, et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Cela ne trompe personne. Effectivement, regardez cette image, Jean-Noël Barrot et son homologue tchadien Abderrahmane Boulamaya, côte à côte, en partenaire. On est au Tchad hier, je répète, hier, dans la nuit, alors que Jean-Noël Barrot quitte à peine le sol tchadien, son homologue fait publier ce communiqué sans préambule, sans avertissement.
Il annonce mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française. Cette décision marque un tournant historique. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière. En clair, le Tchad demande aux militaires français présents dans le pays de partir après un siècle de présence. Tout indique que Paris n'était pas au courant de cette annonce. Bref, c'est une gifle. Et qui, maintenant que Déby n'a plus besoin de nous jette comme une vieille chaussette. Nous et notre arrogance coloniale. Nous et notre armée en déshérence, incapable d'endiguer le djihadisme au Sahel. Nous et notre Macron, qui est devenu la risée de la communauté internationale. Nous et nos aumônes ridicules de 5 sacs de riz et de 10 nattes donnés aux anciens combattants tchadiens de l'armée française, qui pourtant ont donné leur sang pour défendre notre pays. Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a demandé le retrait des troupes françaises un mois avant les élections législatives et locales, en décembre dernier. Une chose est certaine, les départs de l'armée française du Tchad et du Sénégal sont des décisions souveraines, qui n'ont guère été négociés par les autorités locales. Ils symbolisent les choix des dirigeants avec lesquels Paris a du mal à entretenir des relations stables. Un vrai désir de rompre avec le passé, de souveraineté. Alors, président de la République est accueilli en sauveur. Amis, Maliens, c'est notre unité, notre solidarité qui ont permis d'infliger de lourdes pertes aux djihadistes et de rétablir l'intégrité du territoire malien. Que s'est-il passé entre ce bain de foule, cette liesse populaire, ces remerciements chaleureux où le président François Hollande a pu dire que c'était le plus beau jour de sa carrière et ceci. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le 17 février 2022, le président Macron ordonne le retrait des troupes du Mali. La France plie bagage après 9 ans d'opération. La France s'engage toutefois à poursuivre son engagement dans les États voisins. Nous attendons simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable, quitte notre pays le plus rapidement possible. Que s'est-il passé pour que la France soit ainsi chassée sans ménagement de ces 3 pays où elle avait des bases et des installations militaires solides? On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs putschistes. Un peu court comme justification, il faut l'avouer. Ce sont les nouvelles autorités, issues, c'est vrai, des coups d'État, qui ont demandé le départ. Paris n'était absolument pas décidé à partir lorsque le général Assimi Goïta a pris les rênes du pays. Idem pour le Burkina Faso, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris en main le destin du Burkina Faso. On se souvient de la résistance de Paris à plier son drapeau pour quitter les lieux. Au Niger, cela a donné lieu à des scènes surréalistes, où le président Macron empêchait son ambassadeur, enfermé dans la représentation à Niamey, de quitter le pays, de fermer l'ambassade. Il disait clairement que la France ne quitterait pas le territoire parce qu'elle ne reconnaissait pas les putschistes et qu'elle y resterait jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. C'est de guerre lasse qu'elle a quitté le Niger. Elle n'a obtenu ni le retour à l'ordre constitutionnel, ni la libération du président Mohamed Bazoum. On l'a poussée dehors de force, avec le soutien de la rue. Alors dire qu'elle est partie d'elle-même parce qu'elle ne voulait pas traiter avec les putschistes, c'est faux. Nous parlons de coups d'État, mais au Mali, au Burkina Faso, même les coups d'État semblent moins contestés parfois que la présence militaire de certains pays européens. Certains y voient même un retour à la souveraineté. En fait, si la réelle raison du départ de Paris était les putschs perpétrés dans ces États, il est à s'interroger de savoir pourquoi, dans le même temps, elle a porté son appui au président Mahamat Déby au Tchad, qu'il a installé au pouvoir après l'assassinat de son père, le maréchal Idriss Déby Itno. C'était un coup d'État. Il est aussi à s'interroger pourquoi elle a aussi reçu le général Oligui Nguema du Gabon seulement quelques semaines après son putsch militaire. Elle a été mise dehors. L'homme qui a organisé la bataille contre le djihadisme au Sahel, le général Castres, il a parlé d'un piteux retrait. On n'avait absolument pas besoin de constater quoi que ce soit de ce côté-là. Les militaires l'avaient fait. Mais là où on peut encore rester avec 1000 soldats, au Tchad ou à Djibouti, mais là on s'accroche et on reste. Et ça, à force de s'accrocher à ne pas avoir une politique qui voit un peu plus loin que le lendemain, la France s'est mise dans une situation où elle se fait constamment pousser dehors. La France doit cesser de considérer qu'elle est une puissance dominante.
La France doit cesser de considérer, par exemple, qu'elle contrôle les votes d'environ 14 à 15 pays africains à l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui est d'importance majeure pour la stature française. Dorénavant, il faut passer par d'autres voies. Il faut passer par du multilatéralisme. Il faut passer par des accords commerciaux gagnant-gagnant. Et il faut bien considérer que il n'y a plus une Afrique, il y a des pays africains autonomes, souverains, jaloux de leur souveraineté, jaloux de leur indépendance et de leur autonomie, et qui ont bien des arguments à faire valoir dans les décennies à venir. Je pense que la politique d'Emmanuel Macron n'a pas été bonne en Afrique. Macron a tout essayé, son contraire en Afrique, décontracté, trop décontracté, à un moment donné sévère, haussant le ton, et il n'a jamais fait 10 pas dans la même direction. Je ne pense pas que vous puissiez impressionner ou établir une relation en Afrique avec un comportement. La vérité est pourtant connue du grand nombre. On s'est fait franchement virer du Burkina, du Mali, du Niger. Mais l'endroit où la France pensait qu'elle était encore forte, en particulier l'armée française, qui a un rôle extrêmement important en Afrique, c'était vraiment le Tchad. Il y avait encore 1000 soldats français, et c'est vrai que c'est un bastion, parce qu'au moment de la colonisation, vous avez ce qu'on appelait les valeureux capitaines de l'Empire. Ils sont arrivés jusqu'au bassin du lac Tchad en 1900. Ça veut dire l'armée française qui est en train de se faire virer est installée au Tchad depuis 1900. La France était la seule puissance extérieure au continent à avoir des bases permanentes. On est toujours tellement arrogant qu'on se rend pas compte à quel point les chefs d'État ont le monde entier dans leur salle d'attente. J'ai un Mahamat Déby, il y a même des sociétés privées américaines, on parle toujours des Russes, mais privées américaines, qui vont former ces soldats. Vous avez les Émiratis, la France va les former des Émiratis, mais ils vont revenir au Tchad. Et en fait, l'Afrique se mondialise, et les chefs d'État, ils ont souvent le pognon avec le pétrole, l'or, les matières premières, et on parle toujours des Russes, des Chinois, mais la Turquie est extrêmement active. C'est eux qui vendent des drones dans toute cette région. On prend un virage, hein. Vous savez, il y a eu la période des indépendants, la période de tentative de démocratisation, et là, on est en train de prendre un virage où il faut exclure totalement du jeu l'ancienne puissance coloniale. Le problème, c'est que ce n'est pas la fin. D'ailleurs, il y aura d'autres pays qui vont vous surprendre, qui vont prendre la même et des pays auxquels vous pensez? Je pense même au Gabon. Je pense parce que la population est anti-française. Elle n'est pas contre les Français. Elle est contre un système, c'est-à-dire le système politique. Subtil. L'armée française n'est pas très appréciée en Afrique parce qu'elle continue de symboliser la colonisation. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc, dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Il est un peu puéril de continuer de mettre le rejet de l'armée française en Afrique sur le compte des influenceurs et ce que le président Macron appelle les faux intellectuels. Les vrais étant ceux qui composent avec son système et qui quelquefois sont les nègres des salons qui organisent des rencontres dans les cadres feutrés de Paris et de quelques pays dans la mouvance pour recruter les jeunes désireux d'obtenir des visas. Vieux format. Les jeunes Africains ne croient pas que le salut de leur continent passera par une réflexion ou des initiatives étrangères. Ils ne croient pas que les initiatives prises à coups de millions d'euros par l'ancien maître scelleront encore une fois leur destin. Si la parole de ces influenceurs et faux intellectuels incriminés a la portée qu'on lui attribue sur les bords de Seine, c'est qu'elle rencontre certainement un terreau fertile sur le terrain. Surtout qu'ils n'ont pour seule tribune que les réseaux sociaux dans lesquels Paris a mis lui aussi des budgets colossaux. La soif de dignité et de respect, c'est cela la motivation qu'il va falloir intégrer dans l'équation. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés. Mais nous, on a des grands combats à mener.
Et les grands combats que nous avons à mener, c'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. Il est tout aussi injuste de faire croire à l'opinion internationale que le rejet de la France et ses pays francophones subsahariens vient essentiellement de la propagande russe. C'est beaucoup trop simpliste, surtout lorsque l'on sait la force de frappe des médias francophones qui dominent outrageusement dans cette région du continent. Je suis peut-être un vieux con, pas très connecté, mais j'avoue que je ne vois pas et n'écoute pas de médias russes dans mon environnement où je suis au quotidien en Afrique. On voit fleurir quelques drapeaux dans les manifestations, mais hormis en République centrafricaine, je n'ai pas croisé de soldats russes dans les rues de Bamako, de Ouagadougou ou de Niamey. Je ne suis pas naïf dans le même temps, parce que je suis conscient qu'ils sont là, qu'ils commercent très discrètement avec les autorités. Mais de là à voir dans les mouvements de foule, dans les changements d'alliance de la propagande russe, j'ai de réels doutes. C'est fuir la réalité, c'est adopter la politique de l'autruche. Et c'est à cause de ce mensonge, de cette stigmatisation, que les jeunes en arrivent en Afrique à souhaiter leur présence. La vérité est simple. Pendant une dizaine d'années, l'armée française, et avec elle les armées européennes, n'ont pas réussi à endiguer la progression des mouvements terroristes qu'ils ont fait naître par leurs errements dans la région. Pendant une dizaine d'années, ces mouvements que l'on croyait à la portée de ces puissantes armées lourdement équipées n'ont pas cessé de gagner du terrain. Lorsque l'on regarde la carte de l'évolution sur le terrain, ces mouvements terroristes, il apparaît clair qu'ils auraient fini par occuper l'ensemble de ces territoires si rien n'était fait. C'est devant ce constat et quelques détails troublants vécus par ces militaires sur le terrain, comme le fait de ne pas permettre de rentrer dans Kidal, ville malienne ô combien symbolique, qui était pourtant à portée, et devant l'ensemblement, l'inefficacité des forces étrangères, que les jeunes militaires, les jeunes officiers ont pris leurs responsabilités. Tant au Mali qu'au Burkina Faso et au Niger, où le président Mohamed Bazoum lui-même reconnaissait que les forces terroristes étaient plus puissantes que leurs armées. Humiliation et capitulation que ne pouvaient envisager ces militaires contraints de se battre sans moyens. Il faut chercher l'explication de ce coup d'État dans ces éléments clairs. Arrêtons de mentir à l'opinion internationale, notamment française, qui n'est que très peu informée sur ces détails. À la vérité, c'est l'incapacité des forces européennes à endiguer la progression des terroristes qui a poussé ces officiers dans les bras des Russes. Lorsque votre maison brûle, vous ne vous préoccupez pas de savoir si l'eau que vous utilisez pour l'éteindre est potable ou non. L'essentiel est qu'elle éteigne l'incendie. On ne se soucie pas de savoir qui vous aide à éteindre l'incendie. Ce n'est pas important. La question idéologique agitée par l'ensemble des grandes puissances ressemble à s'y méprendre aux arguments que l'on utilisait autrefois pour discréditer les nationalistes africains. Ainsi, Patrice Emery Lumumba, pour le rendre infréquentable et trouver des raisons de le liquider, était communiste, malgré ses dénégations. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, donc qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. Le nationaliste Ruben Oumniobé du Cameroun était un communiste, ce qui a permis à Pierre Mesmer, administrateur de colonie, de le liquider et de l'assumer. Oumniobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. À partir de ce moment-là? Oui. Il refusait l'autonomie interne. Il refusait la démocratie. Donc, il se mettait hors la loi. Il était hors la loi. Et il le savait. La technique n'a guère évolué. Aujourd'hui, il suffit de dire que ces États sont soutenus par Wagner, par Moscou, pour qu'ils soient au banc des nations. Mais en toute sincérité, les moyens nécessaires ont-ils été déployés au Sahel pour stopper l'avancée des terroristes? Assurément, non. La mobilisation autour de l'Ukraine illustre parfaitement le peu d'intérêt que l'on accordait au Sahel. Les montants astronomiques dépensés pour aider l'Ukraine représentent 50 à 60 fois le budget accordé au Sahel. Et en Ukraine, cet argent est directement donné aux dirigeants.
ce qui n'était pas le cas au Sahel, où déjà les chefs d'État se plaignaient de la gestion des pseudo-fonds destinés à la lutte contre le terrorisme. Des amis, des donateurs, des partenaires techniques et financiers nous ont promis plus de 12 milliards de dollars. Nous avons fait nos projets, mais jusqu'au jour où je parle, en ce qui concerne le Tchad, aucun de ces projets n'a été financé. On n'a pas de financement. On a créé des structures parallèles qui doivent jouer l'intermédiaire entre nos États. Quand vous dites on, Monsieur le Président, vous avez dit on va parler franc. Je prends le cas de l'Union européenne. Oui. Oui. Le cas de l'Union européenne. Sur tout ce qui a été financé, qu'est-ce qu'on a demandé? 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées, pour faire face à la situation de l'agression, de l'insécurité contre le Boko Haram. Sur les 400 millions, rien jusqu'à nos jours. Sur les 12 milliards, rien jusqu'à nos jours. On peut prendre l'exemple de la Syrie également et de l'Irak. La coalition qui a été mise en place, le président Déby vient de le dire, a mis à la disposition de la coalition des centaines d'avions de combat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du Sahel. Regardez dans le Sahel, qu'est-ce qui se passe? Nous avons mis en place la force conjointe. Nous avons demandé à la communauté internationale de mettre cette force conjointe sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On n'a pas obtenu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a au moins débloqué une partie de cette somme-là? Est-ce que vous avez les moyens? Parce que vos budgets sont grevés. Je sais que vous êtes à plus de 20% de votre budget consacré à cette lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est débloqué, cet argent? Non, je ne sais pas de quel argent il avait pu être question. S'il s'agit de l'argent destiné au G5, ça attend toujours. Plus grave, ces mêmes Européens refusaient de fournir des armes aux forces africaines. Il n'était pas question pour eux de fournir des armes létales. En gros, ils devaient se battre contre des terroristes lourdement armés avec des bâtons. Ah oui, les terroristes, lui, nous tuent, mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Très honnêtement, fallait-il que ces dirigeants, juste armés de bâtons, de machettes, laissent conquérir leur territoire? Devait-il attendre dans les casernes que les autres se battent timidement à leur place, avec des stratégies inadaptées? Devait-il, par discipline, accepter une stratégie qui condamnait de fait leur pays? Et en plus, non content de ne pas leur fournir de l'armement pour combattre, on leur interdisait d'acheter des armes. Où est le bon sens? Oui, mais vous travaillez avec la Russie, vous ne travaillez pas avec moi, etc. Vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, nouveau partenaire. Ça, je vais vous répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça, oui. Pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale. Nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens vous dites que vous ne donnez pas d'armes létales. Le Mali, c'est qu'on a avec la Russie. C'est pas des prêts, c'est pas des dons. On achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Et subitement, en Ukraine, vous vous êtes rendu compte qu'il leur faut des armes pour se battre. Ils se disent, non, nous, on n'est pas dans ça. C'est la Russie qui peut m'aider sur le plan militaire, je ferai. Si demain, c'est les Américains qui font mon affaire sur le plan économique, je ferai. Personne dans ces circonstances ne peut hésiter à acheter des armes où il peut. C'est d'ailleurs ce qui avait introduit les Russes en Centrafrique, comme nous l'avions déjà démontré dans une autre chronique d'Afromédia. Pour se battre et sauver les Africains, achèteront les armes où ils pourront. C'est ce qu'il faut clairement comprendre. Il ne s'agit pas d'amour de la Russie. Les Africains ne pensent pas qu'elle soit plus bonne ou plus mauvaise. Elle est pour ses intérêts. C'est le type de conversation et de service qu'elle donne qui semble séduire certains dirigeants africains aux abois. Quand nous sommes avec nos partenaires russes, nous sentons qu'ils nous respectent, comme nous aussi, nous les respectons. Mais quand nous sommes avec nos partenaires français, on a l'impression qu'ils se comportent en donneurs d'ordre et que nous devons suivre ce qu'eux ils décident. Avec nos partenaires russes, on discute ensemble et on élabore les stratégies ensemble. Ce n'est pas la même chose avec nos partenaires français qui tendent à vous imposer leur point de vue. Ensuite, sur le plan économique, avec nos partenaires russes, on discute sur les échafaudages économiques, sur les mécanismes économiques, pour que ce soit favorable à tout le monde. Avec les partenaires français, c'est eux qui imposent parfois les contrats selon leur vision et selon leurs intérêts. Donc, nous avons constaté que pendant longtemps, nous avons été orientés vers les partenaires occidentaux. Ça ne nous a pas conduit à notre épanouissement. Ça nous a conduit à notre asservissement politique et économique.
Voilà pourquoi nous nous sommes tournés, entre autres, vers la Russie. Au lieu de geindre et de stigmatiser, Paris devrait peut-être apprendre à écouter et à update son logiciel avec les Africains. Elle devrait s'interroger de savoir pourquoi d'un coup, ses interlocuteurs d'hier lui tournent le dos, pour préférer un autre que rien a priori ne privilégie dans cette zone géographique. Que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Cette annonce a priori révolutionnaire et qui semble avoir déclenché l'ire du président Macron n'a pas vraiment convaincu de nombreux Africains. Certes, elle avait pour but de séduire l'opinion ivoirienne et africaine en cette période préélectorale, mais beaucoup de choses et d'actions avaient déjà convaincu les Africains qu'il s'agissait d'un deal, tout simplement. Tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Il faut dire que les derniers mois, des officiers français, et pas des moindres, avaient fait des sorties très remarquées pour exprimer leur intention, celle de la France de repartir à la conquête de l'Afrique. Certains hommes politiques aussi, d'ailleurs. L'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. C'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Et notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Très clairement, certains officiers, dans des cadres aussi sérieux que celui du GEOS, avaient même déjà déployé, en des termes sans ambiguïté, la stratégie qui devait être adoptée, et même les partenaires. Le sort de Port-Bouët était même déjà évoqué pour le nouveau déploiement. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan,
Géos l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Et il a été admis d'emblée que ce qui comptait, c'était pas le nombre de soldats français présents à Port-Bouët, et qu'au contraire, il fallait ivoiriser Port-Bouët. On avait même évoqué, d'ailleurs, la possibilité de l'officialiser fin novembre, etc. Donc, au fond, le discours du président Ouattara n'est pas un discours de rupture. Il peut y avoir à un moment donné une accélération d'un processus, et nous en sommes entièrement d'accord. Donc, je dirais de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Et le travail a été bien préparé. En écoutant ceci, il est clair que ce n'est pas le retrait qui est envisagé. C'est ça qui compte. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures. Vous voyez. Donc, je pense que un des des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. On aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipement, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases. Mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Comme le dit le général français Didier Castres, il s'agit d'être moins visible, de faire disparaître les uniformes, mais de rester présent. On a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. C'est évident que la France n'est pas partie d'Afrique francophone. On pourrait presque paraphraser le général de Gaulle en disant que le président Macron considère qu'il a perdu une bataille, mais qu'il n'a pas perdu la guerre. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin. Relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. C'est drôle de voir comment, quelquefois, le président Macron donne en pâture à l'opinion ses partenaires, ses alliés. Une chose est claire, les Africains ne sont plus sensibles aux grands discours, aux grands principes qui les ont si longtemps asservis. Plus grand monde ne croit aux théories fumeuses sur l'Occident gendarme du monde, gardien des valeurs, de la paix et de la sécurité. L'actualité dans le monde, avec les injustices, les violations des droits de l'homme par les grandes puissances, les guerres suscitées et entretenues par elles, ont fini de convaincre les plus naïfs qui ne sont pas des exemples. Les doubles standards et les accords léonins, en contradiction avec les principes très moraux, ont discrédité les donneurs de leçons et les Africains le voient. Ils sont des spectateurs attentifs. Le monde le voit que nous piétinons les valeurs que nous proclamons. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Et du coup, le monde ne nous croit plus. Le monde ne nous considère plus. Le monde ne nous respecte plus. Selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi ? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais celui qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc, je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin
une traçabilité pour faire peut-être que ces troubles en Afrique, qui ont déjà fait des milliers de morts, s'arrêtent. Je vous remercie. Le camp occidental a donné un bien piètre exemple tout au long des 20 dernières années. Ne l'oublions pas. La guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les guerres du Sahel, et tout cela pour quel résultat? Ces réflexions ne sont pas celles des influenceurs ou de faux intellectuels africains tant vilipendés par le président Macron. Elles sont adressées, et très régulièrement officiellement, par des personnes que l'on ne peut pas accuser d'être influencées par la Russie. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. Avec de tels travers, avec un discours en totale inadéquation avec ses actions, l'Occident a perdu le respect du reste du monde et il gagnerait à écouter ce que veut l'autre, sans chercher à imposer sa vision. Alors, la démocratie est essentielle, mais elle vient avec la souveraineté et le droit à l'autodétermination, évidemment. Ce que demandent les Africains, c'est de les laisser maîtres de leur destin. Ce qu'ils demandent, c'est de ne plus leur dire ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. C'est de les laisser concevoir leur propre avenir. C'est de les laisser décider par eux-mêmes de la direction qu'ils veulent prendre. C'est de les laisser se tromper. Ils en ont le droit. Et c'est le chemin de l'apprentissage. Ce n'est pas parce qu'ils vont se tromper que le monde va s'effondrer. Ce qu'ils demandent, c'est d'arrêter de fabriquer des monstres porteurs des idées des autres à imposer aux Africains. C'est d'en finir avec ces forages, ces grands-messes organisées à grands frais pour réfléchir, dit-on, de l'avenir de l'Afrique, avec des spécialistes qui n'ont pour seule légitimité que leur allégeance au discours du maître, comme si la France avait pour vocation de veiller sur l'Afrique, comme si elle est le tuteur de ce vaste et vieux continent. C'est d'en finir avec ce cinéma de l'aide qui en réalité est une façon sournoise d'exploiter, de piller. Ne vous inquiétez pas pour nous, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité et elle ne disparaîtra pas. Elle n'a pas la vieille tradition de la violence de l'Occident. Elle ne rêve pas de fabriquer des armes pour tuer en masse. Ce n'est pas dans son ADN. Dans l'histoire de l'humanité, les tueries de masse, les guerres les plus violentes, les plus sanglantes, les plus barbares ont toujours été celles orchestrées et menées par les Occidentaux. L'histoire montre à quel point l'Occident est violent, pas l'Afrique. Alors prenez plutôt le soin de régler vos conflits chez vous. Arrêtez de vous inquiéter et de nous imposer les partenaires avec lesquels nous devons nouer des relations. Essayez de vous insérer dans notre agenda si vous le souhaitez, mais sans nous imposer quoi que ce soit. Si l'Afrique a besoin de traiter avec les Russes ou avec les Chinois ou même avec les Martiens, elle le fera parce qu'elle est suffisamment mature, suffisamment avertie après tous les coups subis pour savoir ce qui est important pour elle. Elle est suffisamment mature pour savoir qu'elle ne doit plus se laisser berner par qui que ce soit. Les Occidentaux l'ont vaccinée. Ne vous inquiétez pas de nos relations avec les Chinois. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Ils ne sont pas meilleurs que les autres. Leur but est le même que celui des Occidentaux. On saura traiter avec eux en conséquence, en sachant préserver nos intérêts. La France, elle n'est pas concurrencée au plan commercial par la Chine. Elle est battue, elle ne compte pas, parce que la Chine est le premier partenaire commercial des pays africains. 25% aujourd'hui des échanges. Et la Russie a toujours été présente en Afrique. Elle revient là en Afrique par le canal militaire. Et, Wagner. Oui, Wagner, et pas seulement, même les offices la voie officielle, voyage diplomatique et tout ça. Et la Russie, elle a envie d'éjecter la France parce que l'environnement s'y prête. L'environnement est toxique vis-à-vis de la France. C'est vrai qu'il y a la Russie, mais la Russie, elle surfe sur la faiblesse de la France, la faiblesse de la présence française. Elle surfe sur le fait de cet anachronisme historique. C'est pas elle qui active, etc. Vous savez, même les types de Africa Corps, les Russes, quand ils s'affronteront comme les Français à 5 millions de kilomètres carrés dans le Sahel, c'est pas eux qui vont changer la donne. Et c'est pareil au Tchad. Mais encore une fois, au Tchad, on ne se rend pas compte. Mais il n'y a pas simplement les Russes. Il y a les Chinois. Il y a encore une fois le monde entier. Et je pense même qu'il y a les Américains. Et je termine là-dessus. Les propres partenaires européens de la France, qui très longtemps diplomatie d'influence, on le voit bien nous en tant que journalistes, vous êtes sollicités maintenant par des ambassades européennes sur la situation en Afrique, alors qu'auparavant ils allaient uniquement au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, ils vous demandaient rien du tout. Donc vous voyez, ça veut dire la France est quand même isolée aussi, et c'est pas simplement les Russes, c'est le monde entier encore une fois. L'Europe,
l'Allemagne, la Hongrie par exemple, concurrencent la France sur les terrains francophones. L'Allemagne est un partenaire commercial plus important que la France aujourd'hui en Afrique. En Afrique, y compris francophone. Ça, parce que c'est ça. Et la France n'a plus les moyens aussi de son impérium. Hein. Et la France ne peut pas sortir le chéquier à tout bout de champ. On voit qu'actuellement, on est en pleine crise économique, financière et politique en France. Donc ça contribue à affaiblir la France. La question n'est pas de savoir si les Africains sont contre la France. C'est un faux débat. Puisque malgré cette joute, malgré ces échanges tendus, ce battage médiatique, il n'a jamais été déploré des violences contre un ressortissant français ou européen en général en Afrique. Personne n'envisage de s'attaquer à eux, parce qu'il ne s'agit pas de guerre de personnes, mais de différents politiques profonds. Emmanuel Macron a quand même multiplié les bourdes. Je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. Dans un huis clos du chef d'État à Bamako, il a quand même osé dire, il y avait quatre chefs d'État qui étaient musulmans sur 5, il a osé dire, Inch'Allah, c'est pas ma tasse de thé. Merci Emmanuel Macron d'avoir mis les pieds dans le plat. On serait ingrat si on ne vous reconnaissait pas d'avoir permis par tous ces errements une montée en puissance de la jeunesse africaine, une prise de conscience. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Il commence comme une star et c'est une fin shakespearienne. Bon, ça c'est son destin. Mais il a mis la France dans une situation qui fait que quand on est à l'étranger, et j'y étais la semaine dernière, pour la première fois, on a un peu honte. Nous restons en attente de vos remerciements pour tous les services rendus à la France. On attend toujours. La nouvelle jeunesse, si je puis dire, elle s'en fout de la France. Du fond du cœur, merci pour votre fidélité à toutes les plateformes Afromédia en constante progression. Nous comptons sur vous pour en faire le leader dans les médias digitaux. Restez vigilants parce que malgré les certifications, les faux comptes continuent de se multiplier. Je vous prie également de télécharger l'application Afromédia en scannant ce QR code qui vous conduit directement sur l'ensemble de nos plateformes. Pour que l'histoire de la chasse cesse d'être racontée du seul point de vue du chasseur, nous comptons également sur votre soutien, votre aide pour vulgariser, pour faire grandir, pour pérenniser Afromédia. Nous vous donnons rendez-vous sur notre application pour soutenir Afromédia qui vous propose le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance.